Alors, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'IAM et de référentiel RH. Alors les deux sont extrêmement liés évidemment. On va parler de ce qu'on appelle la gouvernance des habitations de manière un peu pompeuse. Et l'idée, c'est comme le titre l'indique, c'est de simplifier et d'automatiser la gestion des droits d'accès, donc des habitations, à partir des données RH, qui sont évidemment un point d'entrée hyper important dans tout ce qui est gestion d'IAM. Alors pour ma part, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis François Poulet, je suis le dirigeant de User, qui est une plateforme d'automatisation et de gestion des identités à destination des entreprises. Ça, c'est la minute publicité. Et en fait, donc j'ai 25 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, plutôt dans l'IT et les télécoms. Et j'ai dirigé et fondé donc tout ce qui est ESN, opérateur cloud de télécom. Et là, donc plus récemment, donc User, qui est une plateforme de gestion des identités. Voilà, comme je l'ai déjà dit. Alors, on va commencer donc le sommaire de ce webinaire. On va parler un petit peu définition. Donc, ça, c'est quand même un point relativement important pour éviter les confusions qu'on rencontre assez régulièrement avec les clients avec lesquels on discute. Donc, la différence entre l'IAM et l'IAG. On va vous expliquer un petit peu la différence également entre les utilisateurs et les identités, une notion relativement importante. Le SIRH qui est une source de vérité, alors avec un point d'interrogation parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le Know Your Users qui est, on va le voir un petit peu comme le système bancaire des utilisateurs. Et puis on va voir aussi comment constituer donc un référentiel RH pour gérer ces identités correctement et propager donc les informations en dernier point pour automatiser tout ce qui est information vers le SI. Alors, je vais commencer par une petite définition. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'idée, c'est que on parle beaucoup d'IAM et il y a pas mal de confusion et surtout d'incompréhension par rapport à l'IAM. Donc, l'IAM, c'est un petit peu un abus de langage. C'est-à-dire que quand on parle d'IAM, on parle de beaucoup de choses. IAM, si on veut être un petit peu précis, c'est uniquement la partie authentification, pardon. Donc tout ce qui est SSO, MFA, gestion le mot de passe, la sécurité, l'identification dans les différentes applications. Donc ça, c'est vraiment la définition du l'IAM, donc l'Identity and Access Management. Sur la partie qui nous concerne plus, donc la partie qui souvent est un petit peu négligée ou en tout cas mise de côté par les DSI, c'est ce qu'on appelle l'IAG, donc la gouvernance des identités. La gouvernance des identités, c'est l'idée de définir en fait qui a accès à quoi, comment, avec quelle stratégie, avec quel groupe de sécurité, avec quelles habilitations. Donc il y a une vraie. Alors le terme IAG est très très rarement utilisé. On utilise vraiment IAM de manière très très globale, mais l'idée c'est de ne pas confondre. Il y a une partie authentification et une partie gouvernance, donc, qui est relativement important. Donc c'est relativement important de distinguer les deux. Alors on parle aussi d'IGA de temps en temps avec une petite subtilité en termes de terminologie qui est l'Identity Governance and Administration, qui est à peu près la même chose que l'IAG. Voilà, mais en gros, l'idée c'est vraiment de faire la distinction entre l'IAM d'un côté qui est vraiment l'authentification et de l'autre côté tout ce qui est IAG et IGA pour la gouvernance et le suivi, la création des comptes. Voilà. Typiquement, créer un compte, c'est de la gouvernance. En revanche, mettre en place un IDP, un système d'authentification, de SSO, ça c'est de l'IAM. Donc il y a souvent ces deux projets qui sont à mener de front, qui peuvent être totalement indépendants dans les entreprises, mais qui sont vraiment deux projets qu'il faut dissocier pour avoir quelque chose de relativement plus simple. Alors, le premier point, c'est en fait faire la distinction entre les utilisateurs et les identités. Donc ça peut paraître évident, mais on rencontre tout le temps la confusion, particulièrement avec les DSI qui sont un petit peu plus techniques, où en gros, on considère qu'un utilisateur, c'est un compte AD. Alors que c'est pas du tout ça. L'idée, c'est qu'un utilisateur, il faut considérer que c'est une personne physique qui a donc un lien contractuel avec l'entreprise, que ce soit un CDD, un CDI, un contrat d'intérim, un stage, une convention de stage. Donc ça, c'est un utilisateur, c'est une personne physique. Et cette personne, en fait, elle a des comptes, donc dans l'AD notamment, mais pas que, évidemment. Donc il y a vraiment un distinguo à faire entre l'utilisateur d'un côté, qui est vraiment une personne physique, et de l'autre côté, ses comptes ou son compte dans l'AD ou ses comptes dans les différentes briques du SI, qui sont en fait la représentation digitale de ses droits, de ce qu'il a le droit de faire, de ce à quoi il a accès.
Alors ça, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment hyper important d'avoir bien ça en tête parce que nous, ce qu'on voit, c'est systématiquement, les DSI qui considèrent que alors un peu par défaut, qui considèrent que leur référentiel utilisateur, c'est leur AD. Ce qui est faux parce que, l'AD, c'est un référentiel technique qui gère, des comptes et l'idée, c'est que alors de fait, on retrouve la liste des utilisateurs, mais ce n'est pas un vrai référentiel, c'est plutôt un IDP évidemment et puis aussi surtout, en fait, une liste de comptes, de droits d'accès pour les outils, les briques du SI. Donc un utilisateur, encore une fois, c'est une personne physique, donc il va avoir un compte AD, un compte 365, un compte Salesforce, un compte Jira, et cetera. Donc il va avoir énormément d'accès différents. Sauf que alors c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que l'utilisateur, on lui donne pas juste des accès, on lui donne des accès par rapport à ce qu'il a comme contrat en fait avec l'entreprise. Alors l'idée, c'est de dire que, un utilisateur, en fait, on ne va lui donner des accès que parce qu'il a une liaison contractuelle avec l'entreprise. Donc que ce soit, un contrat de travail, une convention de stage, un contrat d'alternance, un contrat d'intérim, de prestation, de freelance, enfin voilà, tous ces contrats-là et c'est ces contrats-là, en fait, qui donnent indirectement les droits qui «régissent» entre guillemets les droits, d'accès aux différentes applications, parce que, si je suis intérimaire, j'ai le droit d'avoir un compte AD, mais uniquement dans tel groupe. Si je suis, en prestation freelance, j'ai pas le droit à une boîte mail sur 365, mais j'ai le droit d'avoir un compte Salesforce parce que je dois aider, pour certaines choses. Voilà, donc c'est ça qui va déterminer, hein, de manière, un petit peu, indirecte, les droits que vous avez dans les différents outils. Donc en fait, c'est ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut identifier en permanence, la relation contractuelle que, l'utilisateur a avec l'entreprise. Souvent, c'est évidemment, la plupart des cas, c'est un contrat de travail, mais, on a beaucoup d'entreprises, des clients avec qui on discute, il y a beaucoup de turnover sur tout ce qui est, parce qu'ils utilisent beaucoup d'intérimaires, beaucoup de prestataires. Donc ça, c'est des utilisateurs qui sont souvent négligés mais qu'il faut quand même embarquer, et suivre dans la relation contractuelle et donc dans la suivi des habilitations avec le SI. Alors le SIRH, alors ça c'est évidemment le point important. J'ai mis source de vérité, point d'interrogation. Alors c'est une source de vérité parce que c'est une source, d'information contractuelle, hein, la vraie la vérité du contrat, de l'utilisateur que l'utilisateur a avec, l'entreprise, c'est évidemment le SIRH. C'est dedans qu'il va y avoir normalement les informations contractuelles. Point d'interrogation parce que c'est pas aussi simple que ça. L'idée, c'est que quand vous voulez gérer ou créer des comptes, sur vos différentes applications, donc notamment sur l'AD ou le 365 et en fait, vous avez besoin de savoir, en fait, qui sont les utilisateurs. Donc vous dites: «Bah, voilà, pour créer mes comptes ou pour suivre, voilà, j'ai besoin d'avoir, ma liste d'utilisateurs». Pour constituer donc en remontant un petit peu la chaîne, hein, là l'idée c'est que je pars vraiment, en aval et je remonte, en amont pour, remonter la «chaîne» entre guillemets d'informations. Donc pour créer ces comptes, j'ai besoin d'avoir la liste d'utilisateurs et pour avoir la liste d'utilisateurs, je vais me connecter ou en tout cas je vais importer, je vais récupérer les informations qui viennent du SIRH. Donc ça, il faut prendre contact avec les RH pour récupérer la liste et pour, avoir cette liste d'utilisateurs. Alors là où ça commence à devenir compliqué, parce que ça, c'est évidemment un schéma simple qui n'existe pas dans la vraie vie. L'idée, c'est que, évidemment, dans la plupart des entreprises, il y a plusieurs SIRH parce que, historiquement, il y a eu des rachats, il y a eu des filiales, il y a à l'étranger, et cetera. Donc il y a plusieurs SIRH, parfois des entités d'ailleurs qui n'ont pas de SIRH. Donc vous allez avoir une multiplication, voilà, ça va rajouter, une complexité dans le «sourcing» entre guillemets de la liste des utilisateurs. Vous avez aussi les stagiaires, par exemple. Les stagiaires, ils ont parfois besoin de comptes, et puis, s'ils sont moins de 3 mois, par exemple, si je prends un cas très, très, très précis, ils ont pas de convention ils ont une convention de stage, mais ils sont pas rémunérés. Donc, généralement, comme les outils RH, ils sont plutôt orientés paye, ils vont pas être, référencés dans le SIRH. Donc ça va être des utilisateurs un petit peu volants comme ça, qui sont en dehors du système. Pareil pour les intérimaires. Alors les intérimaires, c'est un petit peu plus industrialisé, mais, généralement, les RH ils ne veulent pas forcément, entendre parler des intérimaires, donc ils sont hors système. Pareil pour les prestataires, les freelances et cetera.
En plus de ça, en fait, donc ça on commence à voir un petit peu la complexité de «l'univers» entre guillemets de gestion des utilisateurs. On n'est pas encore sur les comptes, hein, vraiment sur les utilisateurs et en plus de ça, en fait, chaque SIRH et notamment les SIRH étrangers ont, enfin des filiales ou autres, ils ont chacun un petit peu leur référentiel. Donc, le code, le coefficient de facturation est pas le même d'un SIRH à l'autre. Donc il y a une harmonisation, une conversion de référentiel qu'il faut faire pour justement harmoniser et avoir une liste d'utilisateurs qui soit cohérente et qui soit, «compatible» entre guillemets avec les différents SIRH ou différents outils que vous voulez, mettre en place. En plus de ça, il y a, dans pas mal de cas, des gens qui changent, de statut, donc qui étaient intérimaires mais qui sont recrutés. Donc l'idée, c'est de mettre en place des techniques, enfin des systèmes de dédoublonnage, de fusion des multicontrats, qui, justement permettent d'avoir correctement une gestion d'utilisateurs pour pouvoir arbitrer et créer les différents, comptes AD 365. En plus de ça, donc ça c'était la complexité, la photo entre guillemets «one shot», mais évidemment chaque jour il y a des modifications. Si vous faites votre référentiel, vous construisez, vous doublonnez, le lendemain il est faux parce que, il y a des nouveaux utilisateurs, il y a des modifications, il y a des dates de départ, il y a des dates d'arrivée, des modifications de poste, des gens qui partent, des gens qui arrivent, le SIRH qui va, modifier, certaines erreurs et puis vous vous retrouvez avec du versionning de différents fichiers, ce qui va évidemment complexifier, la tâche en permanence. L'idée aussi, c'est que le SIRH, ce qui est compliqué en termes de gestion, par rapport à la DSI, c'est que, il est, alors c'est pas toujours, c'est souvent en retard. Et SIRH, comme je disais, il est plutôt paye, plutôt orienté paye. Et donc, souvent en fait, les collaborateurs RH, saisissent les nouveaux arrivants au moment de la paye. Pas forcément en avance de phase, pas forcément au moment de leur recrutement, mais vraiment au moment de la paye. Donc ils vont être saisis, je sais pas moi, le 15, le 20, juste avant la paye, mais sauf que la personne est arrivée, au début du mois et donc la DSI n'a pas les infos si, on prend uniquement les informations sourcées du SIRH. Donc c'est difficile d'anticiper sur l'arrivée des collaborateurs et puis, voilà, c'est-à-dire qu'on a, qu'il arrive, il n'a pas de compte, donc c'est un petit peu compliqué. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les services RH, ils ont un petit peu en marge de ça un fichier Excel pour, suivre les arrivées, donc en plus de leur outil de paye pour pouvoir, onboarder. Donc c'est ce fichier potentiellement là qui peut aussi intéresser la DSI pour justement être au courant et c'est souvent ce fichier-là qui est utilisé pour être au courant des arrivées et des départs, anticipés. Un utilisateur, en fait, donc là aussi, les difficultés, c'est que quand vous avez dans un SIRH, il peut être présent dans plusieurs SIRH, et y avoir plusieurs contrats. Alors par exemple, dans certaines entreprises ou certaines écoles, un étudiant en thèse, pardon, peut être aussi, par exemple, enseignant. Donc il va devoir avoir les droits à la fois d'un élève, mais à la fois aussi en tant qu'enseignant, avoir accès aux outils différents. Donc, c'est des contrats qui sont cumulés ou même des contrats contigus. Par exemple, si on va avoir une succession de contrats, par exemple dans le cadre d'un CDD, il faut faire attention à, pas clôturer les comptes, au moment de l'arrêt de son contrat 1 et puis, être au courant des prolongations de contrat en fonction des informations qui viennent, du RH. Voilà. Et puis voilà, on peut cumuler évidemment les différents cas, là-dessus. Pour ça, en fait, pour gérer tout ça, ce qui est important, c'est que la DSI, elle doit avoir son propre référentiel d'utilisateur. Alors encore une fois, j'insiste très, très lourdement là-dessus. On ne peut pas se contenter d'avoir comme référentiel utilisateur l'AD. L'AD n'est pas un référentiel d'utilisateur, c'est pas un référentiel RH, c'est un référentiel technique. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose en plus, quelle que soit la forme que ça peut prendre, mais l'idée, c'est d'avoir un référentiel qui est sous forme d'une base de données unique, qui permet à la DSI de récupérer les informations, dont elles ont besoin. Donc de manière automatique souvent, essayant, c'est ce qui est idéal, par rapport aux, sources RH qui sont disponibles. Alimenter manuellement s'il y a pas de source RH, donc ça, c'est par exemple si vous avez les managers qui gèrent les intérimaires, souvent c'est plutôt géré par les managers, vous leur proposez la possibilité de saisir des informations dans votre référentiel pour, vous prévenir. Vous pouvez le faire par ticketing, évidemment, c'est ce que vous faites aujourd'hui pour la pour la plupart en tant que DSI, mais ça, c'est évidemment, il faut essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus professionnel pour pouvoir gérer ces informations.
Et l'idée, c'est d'avoir évidemment dans ce référentiel-là, toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour créer les comptes dans l'AD, dans le 365, avec les bons groupes, les bons droits, dans les bonnes EU, et cetera. Évidemment, la difficulté et l'enjeu principal, c'est que ce référentiel, pour être utilisé, pour être considéré comme un référentiel, il doit être à jour. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez imaginer avoir, peut-être 24-48 heures de décalage, mais si vous avez trop de décalage, ce référentiel va être considéré par tout le monde comme étant obsolète, pas à jour, ou il manque des choses. Donc du coup, il va être bypassé, il va devenir complètement, inutilisé, donc inutilisable par tout le monde. Dans ce référentiel, en fait, l'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle le KYU, c'est le Know Your Users. Ça, c'est un petit peu comme dans le secteur bancaire, il y a le Know Your Customer, le KYC, qui permet en fait de vérifier régulièrement qui est vraiment le client, pour pas ouvrir de compte bancaire à n'importe qui. Là, entre guillemets, pour l'IAM, pour la gestion, la gouvernance des identités, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de connaître l'utilisateur, quel contrat il a, quelles sont ses prérogatives, quel est son manager, quel est son nom, son prénom, son numéro de sécu potentiellement, pour ensuite en déduire, donc calculer ce qu'on veut, ce qu'on doit lui créer comme compte, comme accès, avec quelles habilitations. Donc voilà, l'important, c'est d'avoir les informations contractuelles pour pouvoir créer les bons comptes et les bons droits ou les habilitations, pour les bons utilisateurs, évidemment. Alors, sur la catégorisation des informations de l'utilisateur, donc il y a plusieurs catégories d'informations sur un utilisateur. Donc un utilisateur, il va avoir des informations neutres. La première catégorie, c'est la catégorie la plus simple, c'est typiquement le nom, le prénom, le matricule. Voilà, ça c'est des choses relativement standards qui sont que chaque utilisateur a d'ailleurs, qui sont assez facilement récupérables. Quoique le matricule, évidemment, si c'est un intérimaire, il n'a pas forcément de matricule, donc il va falloir le générer de manière artificielle, entre guillemets, ou ne pas l'utiliser. Il y a une deuxième type d'information, c'est les informations temporelles. Donc là, c'est pour le coup, généralement pour les dates de début de contrat, dates de fin de contrat, ou même les dates d'application, de modification de contrat. Donc on a comme ça plusieurs informations de date qu'il faut récupérer et qu'il va pouvoir gérer. Et le troisième type, c'est les informations descriptives. Donc là, pour le coup, extrêmement liées au contrat. Donc ça veut dire la fonction de l'utilisateur, le département dans lequel il est, son manager, la structure juridique à laquelle il appartient, le type de contrat, évidemment CDI, intérimaire, etc. Donc ça, ces trois types d'informations-là, évidemment, c'est des informations qui sont super importantes à récupérer et à catégoriser parce qu'elles vont avoir des impacts différents et spécifiques sur les comptes à créer ou à gérer sur les différents outils. Typiquement, les informations que j'appelle neutres, elles servent à générer l'identifiant de connexion à l'AD de l'utilisateur, l'UPN, ou bien à lui créer son adresse mail. Donc, créer son adresse mail, vous avez un format qui est je sais pas, prénom.nom le domaine de l'entité auquel il appartient. Pour tout ce qui est les informations temporelles, généralement, c'est pas tant des informations qui sont contenues dans le compte AD ou compte 365 à créer, mais c'est plutôt est-ce que le compte, il doit être activé ou est-ce qu'il doit être suspendu? Alors oui, les identités, c'est donc évidemment les comptes. Donc voilà, donc en fonction évidemment de est-ce qu'il est parti? On suspend le compte. Est-ce qu'il est arrivé? Oui, son compte doit être activé. Est-ce qu'il va arriver? Oui, généralement, on l'active un petit peu avant. Voilà. Donc avant son arrivée ou le jour même, ça c'est en fonction des prérogatives de chaque équipe IT. Et puis les informations descriptives, c'est là où on va vraiment dans le entre guillemets dans le plus profond entre guillemets, c'est tout ce qui est gestion des habilitations. Donc quelles applications on va lui ouvrir, on va lui autoriser, dans quel groupe de sécurité il est, dans quel groupe de distribution il est, dans quel OU on le met, si vous avez des GPO qui s'appliquent et autres. Alors, on a quelques cas complexes qui viennent un petit peu, on va pas forcément les détailler là, mais l'idée c'est d'avoir justement un cumul de pouvoir avoir de cumuler les statuts. Vous allez avoir aussi des utilisateurs qui partent et qui reviennent, donc typiquement les intérimaires. On a des clients où effectivement ils ont régulièrement des intérimaires qui partent parce que leur contrat s'arrête et qui sont rappelés généralement en urgence la semaine suivante, etc. Donc ils font des allers-retours en permanence. Donc ça, c'est des cas qu'il faut gérer avec votre référentiel parce que faut pas créer un nouveau compte, faut pas créer un nouvel utilisateur. C'est le même utilisateur, mais qui revient, dont le contrat est réactivé ou c'est un nouveau contrat qui est activé. Et puis, évidemment, ces nouveaux utilisateurs, régulièrement, ils peuvent arriver en HNO. Donc, par exemple, c'est le cas des intérimaires, particulièrement les établissements de soins.
où en gros, ils sont appelés le week-end ou le soir pour des remplacements un petit peu au pied levé. Et donc, voilà, ça, c'est des cas relativement complexes parce qu'il faut être hyper réactif pour l'acquisition. Pour constituer un référentiel RH, c'est là où, en fait, c'est relativement compliqué, mais ce n'est que du bon sens, que des bonnes pratiques à suivre. L'idée, c'est de récupérer l'ensemble des collaborateurs à partir des SIRH, des outils de paye. Les collaborateurs, à partir des outils de paye et SIRH, je fais une petite distinction parce que parfois les entreprises nos clients ont les deux. Donc là, l'idée, c'est de récupérer les deux informations. Et puis, évidemment, ensuite, on va dédoublonner. Donc récupérer des stagiaires, des prestataires à partir d'un ERP par exemple, des intérimaires à partir d'un fichier Excel ou de tickets qui sont remplis par les managers. Et tout ça, en fait, on va pouvoir en fait récupérer l'ensemble du référentiel utilisateur. Sauf que, comme vous l'avez peut-être compris, l'idée là, c'est qu'on va avoir beaucoup trop de choses et ça va être des données qui sont non dédoublonnées. Donc l'idée, ça va être à partir de toutes ces sources de dédoublonner les informations, parce qu'un utilisateur peut être présent dans 2 outils différents. Il faut savoir le dédoublonner pour avoir un référentiel qui soit propre. Voilà, et fusionner les contrats. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui a un contrat dans un SIRH et le même utilisateur qui a un autre contrat dans le SIRH, si vous importez les deux, vous allez considérer que ce sont 2 utilisateurs différents, alors qu'en fait, c'est la même personne, mais avec 2 contrats qui vont soit se cumuler, soit être l'un après l'autre, ça peu importe. Mais en tout cas, il faut évidemment hyper important de fusionner les contrats pour avoir un référentiel utilisateur super clean, super propre. Alors, en termes de cas clients, par exemple, pour vous expliquer un petit peu comment on a pu faire, les cas qu'on peut rencontrer, un peu extrêmes, on va dire. Donc un cas client où on a eu, par exemple 6 outils de paye, différents avec un fichier en plus qui est entrée-sortie. Donc typiquement, c'est le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est, j'ai 6 outils de paye, mes utilisateurs, sont saisis un petit peu au dernier moment et ils sont récupérés dans un fichier d'entrée-sortie. Donc là, l'idée, c'est de récupérer ces 2 informations-là pour récupérer les informations de manière un peu brute, pour l'instant non dédoublonnées, pour avoir vraiment quelque chose d'assez exhaustif, hein, assez flexible et exhaustif. Et ensuite, on va pouvoir fusionner pour avoir ce référentiel retraité, pour justement regrouper les contrats, fusionner, prioriser les informations par rapport aux informations qu'on récupère des différents outils. Ensuite, l'idée, c'est d'identifier de quoi on a besoin comme attribut ou comme valeur, comme information pour chaque utilisateur pour créer les différents comptes. Donc ça, c'est vraiment, il faut juste se poser la question. C'est une difficulté que tout le monde rencontre hein, en IT, mais il suffit de se poser cette question-là, c'est de quoi on a besoin pour créer le compte et comment on fait pour générer l'UPN. On a besoin du prénom et du nom, ok. Le domaine, il est généré par l'entité, donc on a besoin aussi de l'entité, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est de catégoriser ces différentes informations sur le nom, prénom, ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, sur les catégories, donc nom, prénom, matricule, la date d'arrivée, la date de départ, la fonction, le service, etc., qui permettent de récupérer tout ça. Alors là, l'idée aussi, c'est de ne pas prendre toutes les informations. Donc tout ce qui est numéro de sécu, date d'anniversaire, le salaire, donc tout ça évidemment, c'est dans les outils de paye, c'est dans les outils SIRH. L'idée, c'est pas forcément de les récupérer. Alors, un, parce que vous n'avez pas forcément besoin. Deux, parce qu'il y a une problématique évidemment de RGPD et de confidentialité des données. Donc ça, il faut faire un petit peu attention à tout ce au périmètre. Donc ne pas prendre bêtement un petit peu tous les champs, mais récupérer uniquement tous ceux dont on a besoin. Alors, petit point un petit peu spécifique sur la date d'anniversaire. La date d'anniversaire, généralement, on ne la prend pas, on n'importe pas, sauf que de temps en temps, il y a on a des clients qui veulent mettre la date d'anniversaire dans un champ spécifique dans l'AD, par exemple, parce que dans un accès des attributs, parce que ils s'en servent pour dans leur intranet, pardon, pour fêter l'anniversaire au sein de l'entreprise, pour que tout le monde soit au courant. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, comment on va faire pour propager les informations vers les identités? Donc en gros, on part de l'utilisateur et l'idée, c'est d'aller créer les comptes dans les différents outils pour aller propager vers les différentes identités. Ça, en fait, ça va être en fait, on va transformer, on va calculer les attributs des unités. Donc en gros, les unités, c'est les identités, hein, c'est les comptes des différents outils. Donc il y a, là encore, plusieurs types de transformations ou de calculs. Quand je crée un compte AD, il y a les 2 champs prénom et nom. Là, c'est relativement simple.
Je les prends de l'information de l'utilisateur, je fais un copier-coller et je les mets dans le champ. Alors, c'est pas first name d'ailleurs, c'est plutôt given name dans la D, il me semble, et le last name, voilà, pour donc, le prénom et nom. Ça, c'est relativement simple. Ensuite, on a des transformations pas toujours simples, mais un petit peu plus élaborées, on va dire, où je vais fabriquer l'UPN en fonction du nom, du prénom, de l'entité de l'entreprise pour récupérer, pour fabriquer dynamiquement. Alors, je vais tout mettre ça en minuscules, je vais enlever les caractères spéciaux, donc il y a des petites transformations de caractères pour pouvoir créer le compte correctement. Donc là, on reste dans des transformations relativement simples. Là où ça va être, on va commencer à monter un petit peu en complexité, ça va être sur les transformations par référentiel. Par exemple, si je sais que j'ai un utilisateur qui fait partie de l'agence de Lyon, je vais vouloir en fait, par exemple, dans l'AD, remplir le champ zip code, ou postal code, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que, par exemple, vous avez un outil de signature, de signature interne, où vous avez besoin d'avoir le zip code, ou l'adresse de l'agence, dans le compte AD. À ce moment-là, effectivement, vous savez que l'utilisateur, il fait partie de l'agence de Lyon. Donc, vous allez devoir, en fait, récupérer, alors soit par un code, soit par le nom, le libellé ou peu importe, les informations de l'agence de Lyon. Le code postal, la ville, l'adresse, etc., pour mettre ces bons champs. Donc là, on appelle ça la transformation par référentiel, par table de correspondance. Généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pareil pour les différents, c'est un peu le même principe, mais pour les groupes de sécurité, la personne fait partie du service commercial, donc je vais aller chercher dans mon référentiel de table de correspondance la liste des groupes qui doivent être mis pour le service commercial. Normalement, vous avez, enfin, la plupart des entreprises ont déjà un petit peu intuité entre guillemets ces référentiels-là, mais c'est très dur de les mettre à jour. Mais il faut les mettre à jour parce que, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est, si j'ai quelqu'un qui appartient au service commercial, dans quel groupe il doit être. Ensuite, vous avez la transformation par ce qu'on appelle matrice conditionnelle, où là, vous allez avoir des informations un petit peu plus élaborées, donc avec des conditions qui vont dire, par exemple, si l'utilisateur est dans tel service, donc le service commercial, et qu'il habite à Paris, et que son site de rattachement c'est Paris, alors on doit mettre tel champ, telle valeur dans le champ extended attribute, etc. Donc ça, vous allez pouvoir comme ça, avec des matrices conditionnelles, l'idée c'est de scripter un peu ça, hein, pour évidemment automatiser et avoir ces conditions. Donc ces matrices conditionnelles, en fait, elles sont relativement importantes parce que elles permettent d'avoir un référentiel qui est super clean, mais hyper flexible en même temps. Donc ça, ce qui est important, c'est, je vais le redire, je crois, juste après, mais l'idée, c'est d'avoir dans votre gestion de la gouvernance des habilitations, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très carré, mais en même temps, permettre de gérer des exceptions, d'avoir un petit peu de flexibilité. Si votre système est trop rigide, évidemment, il va être bypassé en permanence. Tout le monde va dire: «Bah non, c'est compliqué», il y a des exceptions à chaque fois. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose de relativement flexible pour pouvoir gérer ça de manière un petit peu individuelle et un peu chirurgicale, je dirais. Dans le cycle de vie d'un utilisateur, donc il y a évidemment l'arrivée, le mouvement, le départ. Il y a plein d'autres cas, on va pas forcément les lister tous là, mais la fausse arrivée, la personne qui qui est censée arriver, mais qui finalement ne se présente pas, au travail. Le faux départ, donc quelqu'un qui devait partir, mais en fait qui arrive à négocier son salaire et donc du coup finalement qui reste. Le bad leaver, donc ça c'est quelqu'un généralement qui, avec un licenciement, pour faute ou autre, donc quelqu'un qui doit partir de manière opérationnelle très rapidement. Donc ça, c'est des cas en fait, donc le mouvement de transition, ce sont des cas en fait de cycle de vie d'un utilisateur qu'il faut pouvoir gérer avec votre référentiel unique en fait côté DSI. Pour la création des identités, donc la création dans les différents comptes, à partir du moment où vous avez votre utilisateur avec son contrat, hein, c'est la liste de ses contrats. Donc vous allez pouvoir avoir donc les informations. Donc voilà, il s'appelle Erika, il a une date de début de contrat, une date de fin de contrat. Il a des informations de type, la fonction, département. On connaît toutes ces informations. Ensuite, vous allez avoir une matrice de conversion, donc ce qu'on a vu un petit peu juste avant, qui va vous permettre en fait de savoir quel compte créer et quelles informations remplir dans différents comptes. Donc la matrice de conversion, c'est ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, c'est-à-dire je convertis le nom, le prénom en UPN, je convertis sa fonction, enfin le site auquel il appartient en extended attribute, etc., en groupe de sécurité. Et comme je sais quelle fonction il a, dans quel département il est, je vais pouvoir savoir qu'il faut lui créer son compte AD, son compte 365, un compte Salesforce
avec les informations de login, évidemment avec l'OU qui va bien, son email, qui va être sur 365 par exemple, ou Google, hein, c'est pareil. Évidemment à chaque fois, par exemple, si c'est un intérimaire, généralement on rajoute le petit ext, ou si c'est un prestataire, le petit ext, dans son login ou dans le domaine dans le domaine de l'UPN, qui lui permet d'identifier correctement. Voilà, ça c'est des choses à chaque fois qu'il faut identifier dans cette matrice de conversion pour pouvoir récupérer les bonnes informations. Et pareil pour, Salesforce, voilà, vous avez des profils différents en fonction du grade ou son niveau hiérarchique. Soit il est read only, soit il a full access, soit il gère, un territory, etc. Pour la modification des identités, ça c'est dans le cas où justement quelqu'un, donc on a certains «déclencheurs» entre guillemets qu'il faut identifier. Donc là dans votre référentiel, il faut que en permanence vous ayez accès au suivi des modifications, pour savoir en fait quelles actions faire sur les différents, comptes. Donc typiquement quelqu'un qui, change de service, quelqu'un qui change de contrat, sa date de contrat change, il faut, faire, modifier, les droits qu'il a, à la date de modification de son contrat. Il a un nouveau contrat qui arrive, donc il doit normalement avoir un compte en plus ou un compte en moins. Par exemple, il a plus le droit à Salesforce s'il passe du service commercial au service marketing. Et si aussi vous modifiez le référentiel. Ça, par exemple, si tout d'un coup vous dites: «Moi, mon référentiel, en fait, dorénavant, les commerciaux, il faut qu'ils soient, plus uniquement dans tel groupe de sécurité, mais il faut qu'on leur ajoute différents groupes de sécurité». Ça, pour le coup, vous pouvez, il faut suivre en fait ce référentiel pour détecter les informations à modifier et en se servir de ces déclencheurs pour, modifier les différents comptes et propager ces informations-là sur l'AD, sur les OU, sur les OU, sur les 365, et cetera. Pareil pour un départ. Alors le départ, là, pour le coup, c'est un petit peu plus simple. C'est juste un contrat qui devient inactif. Donc soit c'est le SIRH qui dit: il est parti», soit, ils avaient saisi un mois avant, sa date de départ. Donc vous savez que le contrat est inactif, enfin devient inactif, pardon. Donc vous pouvez soit anticiper, soit le faire au moment même, suspendre le compte. Alors généralement ce qu'on fait, hein, c'est évidemment, c'est phasé, c'est-à-dire qu'on va suspendre le compte, AD au moment, du départ de l'utilisateur et ensuite on attend 15 jours et on supprime le compte pour, voilà, pour éviter, de la perte de données, en tout cas pour donner du temps au manager de suivre un petit peu les informations. Et en dessous, alors pareil, là, vous allez suspendre les différents comptes, AD et pardon, 365, Jira ou autre, Atlassian. Alors, il y a une petite question, c'est: «Bonjour, à quelle étape solution revient la charge de la gestion des homonymes partiels?» Donc nom, prénom identique pour le login par exemple, voire complet. Alors ça généralement, c'est quelque chose qui est relativement intéressant, hyper complexe à gérer. Alors on a 2 possibilités, soit en fait vous gérez, ce cas dans la matrice pardon, la matrice de conversion. Donc avant en fait la fabrication de l'UPN, c'est à ce moment-là, en fait, vous avez une petite brique intelligente qui va «valider» entre guillemets que l'UPN que vous avez généré automatiquement n'existe pas. Et si jamais vous faites des petits allers-retours en disant: «S'il existe déjà, je passe à mon premier niveau de fallback. S'il existe, deuxième niveau», et cetera, et cetera. On fait des allers-retours comme ça. Alors la difficulté de ça, c'est que si vous avez des homonymes, il y a un petit arbitrage à faire pour savoir, alors au début, si c'est vraiment un homonyme, donc 2 personnes différentes, ou si c'est la même personne qui arrive avec via une source de données, différente. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Souvent, nous, on a des clients qui choisissent, de faire planter le système. C'est-à-dire qu'en gros, exprès, en disant: «Si j'ai un homonyme, je préfère qu'il essaye de créer le compte et que ça marche pas et puis comme ça me permet en fait de regarder ce qui se passe. Est-ce que d'arbitrer, est-ce que c'est un vrai homonyme? Est-ce que c'est la même personne, et cetera?» Pour pouvoir relancer ensuite la création, correcte, des différents comptes. Donc c'est les clients qui disent: voilà, entre le taux, «d'homonymie» entre guillemets, il y en a 1 pour 1000, enfin 1 pour 500 on va dire, et le fait d'avoir un risque, d'avoir un doublon de compte pour la même personne, je préfère que ça plante, je suis prévenu et puis, je corrige à la main. Il y en a pas non plus 15 000, donc c'est pas non plus très, très, très grave. Donc souvent, c'est, comme ça qu'on les gère, enfin que nos clients gèrent. Alors rapidement, on va parler un petit peu de cas clients. Donc on a, en termes de fabrication,
de référentiel. On a un client, par exemple, ils sont 500, ils ont 200 prestataires, 3 structures juridiques. Ils gèrent les nouveaux prestataires par ticket Jira et du coup, bah, effectivement, la problématique, c'est pas tant les collaborateurs, c'est plutôt les arrivées et départs de prestataires parce que c'est de bord RH, parce que c'est géré par les managers directement. Donc il y avait un suivi qui était extrêmement difficile avec, Jira parce que c'est pas l'outil le plus pratique non plus les outils de ticketing de manière générale, ne sont pas super pratiques pour gérer les onboarding. On s'en sert un petit peu par défaut, parce que c'est pas un vrai outil. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait en fait mis en place, donc en plus du SIRH, un formulaire, voilà, qu'on avait intégré pour, que les managers puissent saisir, bah, déclarer les arrivées et des départs de prestataires. Ça alimentait donc le référentiel centralisé et puis ça permettait en fait d'avoir un rappel régulier pour les prestataires, donc au manager en disant: «Est-ce que ton prestataire il est toujours là ou est-ce que, il est parti?» Voilà, ça permet comme ça de suivre et d'avoir un suivi récurrent parce que les prestataires, on sait quand ils arrivent, mais généralement, avoir la date de départ, c'est un petit peu plus, compliqué. Autre cas client un petit peu, spécifique, c'est, un service départemental d'incendie et de secours, donc c'est les pompiers, hein, départemental. Donc ils ont un ERP métier qui permet de gérer le personnel, 4 000 utilisateurs et ils ont en fait beaucoup une problématique de cumul de statut avec, bah, du personnel administratif, des, pompiers volontaires, des pompiers professionnels et puis chacun peut être, bah, l'un ou l'autre. Donc je peux être en personnel administratif, dans un centre départemental, un service départemental d'incendie et de secours et en même temps être pompier volontaire. Donc j'ai les 2 accès différents de manière un petit peu schizophrène, mais en gros ça on est obligé de gérer ça. Donc on est obligé de cumuler les droits, de faire des profils différents sur les différents outils et cetera. Donc ça c'était, toujours quelque chose qui est relativement compliqué, mais qui se fait assez bien. Donc avec le RP qui regroupe les statuts pour avoir, le référentiel central et puis ensuite on peut saisir en plus en fait des saisies ponctuelles, donc sur les prestataires, les informations alors pour le coup de quel PC ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin d'un téléphone mobile et cetera. Donc j'en arrive à ma conclusion, donc là, pour le coup, par rapport à toute cette gestion des référentiels sur l'IAM, la propagation dans les outils, si vous avez vu, c'est hyper complexe, donc ce n'est que du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, faire confiance à ce qu'on a, à regarder un petit peu ce qu'on a. Ça s'appuie alors c'est un truc qui moi m'étonne toujours, mais qui est, voilà, on est là pour ça aussi, hein, pour aider les clients. C'est que, la difficulté, c'est d'avoir, un référentiel utilisateur exhaustif. C'est vraiment cette difficulté-là et c'est généralement alors je crois que je le mets juste après, mais en gros, c'est 50 d'un projet IAM, d'un projet d'IGA d'ailleurs, précisément. C'est vraiment ça. C'est vraiment avoir ce référentiel, d'utilisateur, hyper exhaustif. Et ce que je dis là, donc, c'est pas une science exacte, hein. Il faut pouvoir intégrer de la flexibilité parce que sinon, si vous avez quelque chose de trop rigide ou de trop relié avec votre SIRH ou votre AD, on voit beaucoup de systèmes où en gros il y a une espèce de bijection parfaite entre, le SIRH et l'AD. Ça marche pas parce que c'est beaucoup trop rigide. Dès qu'il y a une modification, d'une part et d'autre, bah, ça éclate un peu la liaison. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'asynchrone, d'avoir un référentiel côté DSI, c'est hyper important pour pouvoir s'appuyer pour justement la gouvernance. Encore une fois, là, on parle bien de référentiel utilisateur et pas d'IDP. On n'est pas sur l'authentification. Là, vous avez d'autres briques comme Entra ou Google ou autres qui peuvent permettre l'authentification avec le SSO, etc. Et là, c'est vraiment l'idée d'avoir le référentiel des gens administratifs, quasiment administratifs. Alors il y a une petite question, c'est concerne, dans ces cas-là, la date de naissance pertinente pour l'identité-vigilance. Alors là, en fait, la date de naissance, c'est effectivement, ça peut être, vous pouvez vous en servir comme entre guillemets, d'un critère de dédoublonnage. En fait, ça dépend vraiment de tout à l'heure, on a évoqué, effectivement, le fait de dédoublonner, donc de savoir si c'est un homonyme ou pas un homonyme entre 2 utilisateurs. Oui, vous pouvez rajouter effectivement des critères qui sont importés du SIRH, qui sont, bah, le numéro de sécu, la date de naissance. Oui, si vous avez beaucoup de doublons, oui, vous allez avoir besoin
de pouvoir distinguer, 2 pierres du pont. Oui, ça c'est sûr que, si vous en avez beaucoup, va falloir, rajouter des informations, un petit peu plus individuelles, notamment effectivement la date de naissance, le numéro de sécu, voilà, qui permettent de dédoublonner, les informations. Voilà, écoutez, je vous me remercie de m'avoir, suivi. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je suis disponible si vous avez, des questions ou si tout est clair, c'est parfait. Et puis, alors le replay sera disponible, auprès de Elvire, alors qui vous l'enverra, je crois, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir, revisionner certains slides. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact, avec moi pour, si vous avez des questions, pour vous aider à construire votre référentiel, parce que c'est un petit peu notre métier. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas, je reste, peut-être 1 ou 2 minutes en ligne pour voir s'il y a des questions, mais je crois qu'apparemment tout est relativement clair. Voilà et merci en tout cas à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire.